Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Cocoon Doré. Qui sont les professionnels autour des parents? Quelles sont leurs spécialités? Quelles sont leurs compétences? Qui puis-je consulter pour ma problématique, ma douleur, mes symptômes? Vous souhaitez avoir les réponses? Alors profitez de votre écoute. Je suis Michèle Mattei, fondatrice de la structure Cocoon Doré, dont l'activité principale est d'accompagner, d'aider les parents et futurs parents. Je vous invite à découvrir toutes les prestations sur les sites internet www.cocoondoré.fr ou www.servicedoré.fr. Vous pouvez également suivre les actualités de la structure Cocoon Doré sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Merci à vous et bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui je suis en présence de Madame Larbès, Bonjour Amel Michel. Larbès, donc naturocoach. Oui, Bonjour Amel. bonjour, merci pour ton invitation Michel. Merci à toi, merci et bienvenue sur le podcast Cocoon Doré. Merci. Tu es naturocoach et Naturopathe et coach, du coup. naturopathe et Oui, coach. Tu vas nous expliquer pourquoi cette formation et pourquoi ce choix. pourquoi ce choix? Alors, on va parler tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet et de mon histoire personnelle. J'ai toujours eu du surpoids, voire de l'obésité, avec difficulté à perdre du poids. J'ai tout essayé, vraiment, les nutritionnistes, j'ai vu un psychologue parce que je me doutais qu'il y avait quelque chose de ce point de vue-là, mais il n'y avait pas le lien entre les deux. Et voilà, avec ce poids en trop, j'ai commencé à faire de la résistance à l'insuline. Donc je craignais en fait d'avoir du diabète type 2 qui était déjà pas mal présent dans ma famille. Et c'est vrai que ça a été mon déclencheur Mm. pour travailler sur moi. Je voyais bien qu'au niveau émotionnel, c'était très compliqué pour moi. À ce moment-là, je ne connaissais pas l'hypersensibilité, ni que du coup j'étais moi-même hypersensible. Et voilà, je comprenais pas tout ce flot d'émotions qui me parvenait tout le temps. J'ai donc fait le coaching au départ, même si la naturopathie a toujours été dans un coin de ma tête parce que j'ai toujours aimé ça, comprendre comment notre corps fonctionne, qu'est-ce qu'il est bon d'apporter à notre corps. Enfin, j'avais toujours cette curiosité-là, sans jamais oser me dire que j'allais me former à ça ou accompagner des personnes à la santé, enfin, en tout cas faire de l'éducation santé. Donc le coaching m'a aidé vraiment déjà à comprendre mon propre fonctionnement, mes émotions, découvrir que j'étais hypersensible, ça a été une révélation et pas une fin en soi pour autant. Donc voilà, ça a été toutes ces années-là de travail sur moi qui m'ont permis ensuite d'entrevoir la naturopathie comme une possibilité. De même que faire la naturopathie, faire cette formation et moi-même adopter cette philosophie de vie finalement, ça m'a permis de perdre du poids. J'ai perdu 25 kilos comme ça, une fois que j'ai compris mes fonctionnements émotionnels, pourquoi en fait je mangeais de façon compulsive, pourquoi j'avais cette anxiété, cette relation complexe avec l'alimentation et comment, avec des habitudes saines, en fait, via la naturopathie, je pouvais remettre de l'équilibre dans mon alimentation D'accord. avec un objectif plaisir qui était certain pour moi et c'était la condition sine qua non. Du coup, il s'agit d'une reconversion. Il s'agit d'une reconversion, Mm. voilà, après 20 ans dans un métier de sensibilité aussi dans les parfums et la cosmétique. Voilà, j'ai osé changer de métier parce que j'étais appelée, mais d'une force, vers les personnes qui avaient cette même difficulté que moi et qui n'avaient pas trouvé cette relation, ce lien entre leur nourriture, leurs émotions. Voilà, qu'est-ce D'accord. qui fait que ça. Et tu as été toi-même coachée. J'ai été coachée Mhm. dans un premier lieu, je me suis formée au coaching ensuite. Ça m'a passionnée parce que c'est quelque chose, voilà, de nature empathique, c'est quelque chose qui m'a toujours attirée, de pouvoir comprendre, voilà, nos fonctionnements, savoir comment méthodiquement on pouvait aller vers nos objectifs, en étant toujours aligné avec nous-mêmes, voilà, remettre au centre en fait nos valeurs et qui nous sommes pour aller vers les missions qu'on découvre ou qu'on sait déjà être les nôtres. Et quelle a été ta formation ou quelle est la formation pour être naturocoach, du coup, coach naturo? Donc j'ai fait tout d'abord une formation de coaching en 2 ans, avec une école, qui aujourd'hui n'existe plus, qui était à Montpellier et qui m'a appris comment accompagner, en coaching avec des outils, que j'utilise aujourd'hui au quotidien. Également, l'EFT que j'ai appris et la PNL, L'EFT? Emotional Freedom Technique, Ok. ou technique de libération émotionnelle, qui a été pour moi une révélation cet outil parce qu'effectivement ça m'a beaucoup aidée dans mon propre parcours de libération de mes émotions et j'adore l'utiliser aujourd'hui, notamment avec les enfants. Ils sont très réceptifs à ça. Et la Heu, PNL? la PNL, donc programmation neurolinguistique.
qui, elle, est aussi une possibilité de modifier nos schémas comportementaux. Qu'est-ce que c'est alors l'alimentation émotionnelle? L'alimentation émotionnelle, c'est quelque chose que nous vivons tous naturellement, puisqu'on est fait d'émotions, et que les émotions, des fois, on a besoin de les réconforter quand elles sont trop intenses, et ça peut passer par différentes choses. Pour certaines personnes, ça peut être par le sport, ça peut être aussi par la respiration, la balade, ou des fois le cri. Enfin, vraiment, ça va dépendre de chacun. Et pour d'autres, ça passe par l'alimentation. On peut manger de façon émotionnelle dans les émotions, qui sont plutôt positives et agréables, quand on fête, quand on se retrouve et qu'on célèbre, ou aussi dans des émotions qui sont plutôt inconfortables et quand on a besoin de moments de réconfort. Ça peut passer par ça aussi. Il faut dire que physiologiquement, il y a des choses en fait au niveau hormonal qui se passent quand on a ce besoin de se réconforter et qu'on se tourne vers certains aliments. Il y a réellement un réconfort qui est, de courte durée, vraiment, mais qui est là et qui entretient du coup ce mécanisme, chez certaines personnes. Et moi, j'apprends aux personnes justement à accueillir l'émotion Mmh. avec une première approche qui est de baisser l'intensité de l'émotion, parce que quand l'émotion est trop forte, bah, c'est difficile de se dire à ce moment-là: «Alors attends, j'analyse, qu'est-ce qu'elle me dit? Quel est le besoin derrière?» Mais par contre, quand on apprend à réguler nos émotions et à se mettre à l'écoute de ce que ça évoque pour nous et quel est notre besoin derrière, qu'on vient répondre aux besoins avec la vraie réponse qui est attendue finalement, heu, par la personne, là, elle va pouvoir travailler sur son alimentation en parallèle et pas dépendre de la nourriture. Du coup, comme on dit souvent que, faut écouter ses émotions, Oui. il faut suivre ses émotions. Mmh. Est-ce que c'est pas frustrant du coup de ne pas agir en fonction de ses émotions? C'est-à-dire que la réaction qu'on a quand on a l'émotion et qu'on mange, c'est ce qu'on croit être la réponse à notre émotion, c'est ce qu'on pense que notre émotion nous demande. Sauf que ce n'est que, fermer la boîte à émotions en fait, de manger. Ça n'est D'accord. pas En fait, on suit réguler pas l'émotion. réellement ses émotions à ce moment-là, Non, on c'est fait ça? taire l'émotion d'une certaine façon. Mmh. Et ça peut être, OK pour certaines personnes. Il y en a qui le vivent pas mal et qui finalement, ça leur arrive tellement de temps en temps que bon, ça passe comme ça. Mais pour d'autres, notamment ce que j'ai vécu et ce que vivent les personnes que j'accompagne, c'est que ça devient en fait destructeur parce qu'on rentre dans un cercle vicieux avec l'alimentation où on a une relation complètement déséquilibrée avec des prises de poids, voire même de l'anorexie, des crises d'hyperphagie, de boulimie, donc c'est très compliqué quand ça devient, une dépendance à ce moment-là. En fait, si je comprends bien, ça veut dire que toi, tu vas aider la personne donc à mettre en lumière son émotion Tout à et fait, pas la faire taire par l'alimentation en se disant ben ça va mieux parce que je suis en train de manger, c'est ça? c'est Tu vas exactement mettre en ça. lumière l'émotion Mmh. et avec la personne aider à du coup répondre aux besoins qu'elle a C'est tout à en fait ça. fonction de cette émotion. C'est Ok, exactement ça. d'accord. Et par ailleurs, donc grâce à la naturopathie qui me paraissait juste complémentaire et évidente, je vais permettre à la personne de, comprendre aujourd'hui son alimentation, de vraiment aussi revoir son équilibre alimentaire, ses Mm. apports, pour qu'elle s'assure d'être en bonne santé et d'avoir tout ce qui est nécessaire, voilà, pour une bonne hygiène de vie quotidienne à travers l'alimentation, à travers le sport, à travers aussi la gestion du stress qui est aussi, une part, très importante dans tout ce Mais après, ça processus. n'a rien à voir avec l'amaigrissement. Il y a derrière souvent une perte de poids parce qu'on vient Mm, rééquilibrer. Souvent, j'ai des personnes qui sont en carence, mm. qui pensent que manger des lipides, ça va les faire grossir, ou qui pensent que pour avoir de l'énergie, il faut manger beaucoup de glucides. Donc c'est vrai que quand on vient rééquilibrer les choses, on s'aperçoit qu'il y a une perte de poids qui se fait et qui se fait naturellement. C'est souvent l'objectif premier des personnes qui viennent me voir. Et comme je le précise toujours, j'accompagne souvent sur 9, 10 séances. On va dire qu'on se voit sur 3 à 4 mois avec les personnes que j'accompagne. Et au bout de 3 à 4 mois, elles amorcent une perte de poids. Parce qu'on a fait tout le travail qui va faire que la perte de poids qu'elles vont obtenir déjà, elles ne vont pas la reprendre parce que les causes premières qui leur faisaient prendre du poids, bah, elles les ont comprises et elles les ont travaillées vraiment en profondeur sur l'aspect émotionnel. Et donc là, elles vont pouvoir commencer à perdre du poids sereinement, par les méthodes qu'on peut connaître, sans régime toujours, sans frustration. Mm. Quand je dis que j'ai perdu 25 kilos, je les ai perdus sur la durée et aujourd'hui encore, je n'ai jamais repris, ce poids-là parce que voilà, je suis arrivée Mais quand même, à il faut préciser que les patients que tu as vont pas venir te voir pour maigrir. Ils viennent te voir par rapport à cette problématique liée à l'émotion. Maintenant, ça va avec.
Oui, pour moi, ça va avec. Les personnes qui ont compris effectivement l'accompagnement ont conscience que il va pas y avoir, c'est pas l'objectif premier, la C'est perte ça. de poids, et c'est souvent ce qu'elles me disent d'ailleurs. J'aimerais perdre du poids, mais j'ai conscience qu'aujourd'hui, j'ai pas une bonne relation avec mon alimentation et que ce que je fais aujourd'hui ne fonctionne pas, tout D'accord. simplement. Et elles ont conscience qu'effectivement, bien sûr, il y a un travail émotionnel qui va se faire. C'est ce qu'on aborde tout de suite, hein, parce que je leur explique vraiment comment ça va se passer. Et elles peuvent, en ce moment-là, voir si elles ont envie de juste faire un régime, perdre 3 kilos et voilà voilà éventuellement les reprendre dans quelques mois ou en reprendre plus, ou si elles justement elles ont essayé tout ça, elles ont vu qu'avec le temps ça fonctionnait pas et qu'elles reprenaient du poids et effectivement quand elles viennent me voir, c'est qu'elles ont décidé de travailler plus en profondeur sur, les raisons de cet autosabotage parce que c'est souvent ça en fait. Quelle est la différence entre ton métier et enfin, entre la coach en nutrition et la coach en alimentation émotionnelle? En fait, je suis pas coach en nutrition. On va dire que les coachs en nutrition, je veux pas dire de bêtises, mais pour ma part, je ne vais pas établir de plan alimentaire avec la personne. Je vais pas lui faire de menu, je vais pas lui dire quoi manger. L'idée, c'est que justement, elle mange en paix. Et c'est vraiment l'objectif pour moi, c'est qu'on retrouve la paix dans notre alimentation, y compris avec les habitudes qu'on a aujourd'hui. Donc, elle va venir elle-même faire le tri dans ce qui aujourd'hui lui apporte du bon et ce qui, au contraire, lui est délétère. Donc elle va elle-même trier son placard, choisir les bons ingrédients. Je vais lui transmettre plein d'astuces, plein d'idées recettes, plein d'idées de voilà d'alimentation. Bien sûr, on fait l'assiette type ensemble et je la suis dans ce parcours-là. Mais l'idée, c'est pas que ça soit un régime, mais plutôt que selon ses capacités à elle à cuisiner ou à voilà à utiliser certains ingrédients plutôt que d'autres, qu'avec ce qu'elle a et ce qu'elle a l'habitude de faire, on recompose, une Mmh. assiette saine, une alimentation équilibrée. Et quel résultat tu obtiens? Donc l'amaigrissement. Oui, très souvent. Ensuite, par rapport à l'émotion, quels sont les résultats en général? Bah là, souvent des retours, qui sont, sur cette thématique-là, c'est que les personnes, elles repartent, réconciliées avec leur assiette. Ouais. Elles retrouvent vraiment, la confiance en elles et l'estime, en Sur fait, la qu'elles ont durée. perdue sur ah bah là, c oui, Mmh. ça s'entretient toujours, comme je dis et en même temps, c'est des choses qu'elles n'ont souvent pas pris le temps de faire dans leur vie et là, ça a été l'occasion pour elles de se reconnecter à elles, de se réaligner, de se redonner du temps, de se redonner de la valeur et puis, par l'alimentation, par l'assiette, elles viennent aussi se donner de l'amour et se donner du bon, en fait. Du coup, elles perçoivent l'alimentation à la fin comme quelque chose, comme un allié, comme un plaisir, et là, pour moi, c'est tout gagné quand j'ai ces résultats-là et c'est très souvent, enfin, c'est ce qui revient, en fait, systématiquement même, j'ai envie de dire. Et quel rôle tu joues, en période prénatale et postnatale? Ça va dépendre, des personnes. Il y a peut-être des personnes qui sont, déjà en surpoids, en fait, avant d'avoir un enfant et ça peut être inquiétant. Parce qu'on sait qu'en tant que maman qui porte l'enfant ou qui prévoit d'avoir un enfant déjà dans un premier temps, on a beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup d'injonctions. Ça nous paraît être une montagne de faire les choses bien, puis on a très à cœur de faire les choses parfaitement pour nous et pour notre bébé. Je trouve que c'est important de faire ce travail-là, bah, pour en fait partir sereine dans ce projet, sereine avec son alimentation qui va être à ce moment-là enfin, souvent perçu comme un pilier important en fait, hein, que ce soit, enfin, tout au long de la grossesse, on est pesé, on est, Ah oui, mesuré, on est on critiqué, est critiqué, c'est on est ça. et ça, c'est très dur donc je Mmh. trouve que c'est important de partir vraiment décomplexé sur ça, d'avoir fait ce travail sur soi. Ça va permettre justement à la future maman d'être sereine en fait dans son alimentation, de rééquilibrer ce qui a besoin de l'être, mais surtout Et de prendre émotionnellement d'être les bonnes choses, je pense, pour tout le à fait. fœtus, pour elle, Mmh. les bonnes vitamines, tout ça. Aussi, effectivement, il y a cet apport-là parce que en micronutrition, il y a des choses voilà, qui sont à privilégier quand on est dans ce projet de, de tomber enceinte et d'avoir un enfant. Donc, c'est vrai que c'est intéressant aussi de venir voir à ce moment-là avant Mmh. pour pouvoir avoir toutes les clés en main et faire les choses le plus sereinement possible. On va avoir mille et une choses à s'occuper. Donc, c'est vrai que l'alimentation, en même temps, on sait que c'est important, mais en même temps, on n'a pas envie que ça soit central non plus C'est ça, et de mal le vivre. c'est ça. Et après, je suppose que la période postnatale va enfin, le coaching que tu vas faire en prénatal Oui. sera complètement différent de la période postnatale. C'est différent, c'est sûr, parce qu'en période postnatale, la maman va être focus sur elle. Souvent, elle va vouloir retrouver son corps.
voilà et se réapproprier ce corps qui a changé, qui a donné la vie, qui peut-être, a changé de forme aussi, peut-être qu'elle a pris du poids, qu'elle a besoin de reperdre. Donc c'est vrai que c'est aussi c'est un travail complètement différent en effet Mmh. pour accompagner les mamans à se voilà, à toujours encore une fois, retrouver confiance en elles si elles l'ont perdu ou en tout cas se donner le meilleur pour une meilleure santé, pour une meilleure énergie, pour une meilleure image d'elles C'est ça. J'allais et poser la question de l'anxiété, de la maman. effectivement, elle est beaucoup là parce que, encore une fois, on est énormément jugé encore Oui. et c'est vrai que c'est très, très compliqué de recevoir, la critique des autres si nous-mêmes déjà on n'est pas, confiante et si on n'est pas, à l'aise dans notre corps. C'est vrai que ça peut être compliqué donc c'est important de faire ce travail-là effectivement à ce moment-là. Du coup, tu travailles en collaboration avec des psychologues, peut-être? Oui, ça m'arrive. Il y a Ouais. des psychologues effectivement qui m'envoient des patients à eux parce que, très souvent adolescents d'ailleurs, parce que c'est voilà, c'est des problématiques qui sont quand même assez particulières. Le rapport à l'alimentation, c'est quelque chose qui est, très important. Beaucoup de personnes qui n'ont pas ce souci-là se disent: «Ben, non, moi ça va, je n'y pense pas». Mmh. Mais en effet, quand on a cette difficulté-là, c'est la chose à laquelle on pense dès qu'on ouvre les yeux, la dernière chose qu'on fait le soir. Enfin, on se C'est lève le ça, matin en se disant: «Qu'est-ce que je vais manger dans la c'est vrai. journée?» On fait la liste et on s'endort le soir en se culpabilisant, en se disant: «Beh, j'ai pas tenu ma liste, j'ai mangé plus» ou «Je me souviens même pas ce que j'ai mangé». Donc ça peut vraiment être une problématique importante pour une personne, en tout cas. Amel, par rapport au diabète gestationnel et au diabète globalement, Mmh. quelle est ton approche? Comment tu accompagnes les parents et les futurs parents par rapport à ça? Alors les parents et les futurs parents, notamment les mamans qui vont être concernées potentiellement par du diabète gestationnel ou du diabète, elles peuvent venir en fait faire une consultation en dans leur projet de naissance, vraiment en amont le plus tôt possible, surtout si la maman sait qu'elle est en surpoids et que potentiellement elle peut avoir son poids à gérer pendant la grossesse. C'est toujours intéressant de faire une consultation pour avoir une idée en fait de ce qu'il est intéressant de mettre en place dans son alimentation. Mmh. L'objectif là, il sera pas du tout une perte de poids, mais plutôt un bon équilibre pour être sûr d'avoir les bons nutriments et de pas aller vers un diabète, ou en tout cas de vivre au mieux sa grossesse à ce niveau-là. Donc je conseille toujours aux mamans de venir voir une naturopathe et de faire ce bilan-là. C'est toujours un plus avant d'être devant le fait accompli. Oui. Maintenant, si effectivement on arrive à un moment où on nous annonce un diabète gestationnel, il y a besoin de mettre en place une alimentation adaptée pour pouvoir continuer à se nourrir et garder le plaisir de manger, mais en même temps éviter en fait les pics de sucre pour justement que ce diabète ne se transmette pas à l'enfant d'une part et ne persiste pas après la naissance. Donc OK. voilà, c'est vraiment un conseil que je donne à toutes les mamans. N'hésitez pas à venir faire une consultation en naturo. C'est toujours bien de faire un bilan, Mmh. s'assurer que c'est OK à ce niveau-là. Ça permet ne serait-ce que d'être sereine en tout cas. Et postnatal également? Postnatal, en effet, s'il arrive à la maman de garder le diabète après, c'est intéressant de mettre en place une bonne alimentation qui va lui permettre voilà de pas avoir un diabète qui soit difficile à gérer et Mmh. qu'au contraire, à travers l'alimentation, elle puisse déjà en fait minimiser les pics de glycémie et vivre au mieux en fait ce diabète s'il perdure. Est-ce que tu as des recommandations, spécifiques à donner aux femmes enceintes ou aux femmes, qui viennent d'accoucher? De prendre soin d'elle, de pas s'oublier. Parce qu'on a tendance à mettre en priorité notre enfant et il l'est, mais on en est une aussi. Mmh. Pour pouvoir assurer justement l'accompagnement de notre enfant au mieux, on a besoin d'avoir pris soin de nous, d'avoir suffisamment d'énergie pour, et ça passe beaucoup par l'alimentation aussi. Donc c'est vrai que c'est important de ne pas s'oublier. D'accord. Est-ce que tu suis les futurs papas ou les coparents? Parce que je pense à la période prénatale où ils ont Oui, tendance à prendre du poids eux aussi. oui. J'ai pas eu le cas. Je crois que les papas, c'est encore plus difficile, hein, parce que réellement, en tant que maman, on est très entouré, hein. Même si on est parfois critiqué ou jugé, on est quand même très entouré en tant que Oui. future maman plutôt. En tant que maman, j'ai trouvé on l'était un peu moins. Mais les papas, pour le coup, ils sont oubliés. Mmh. Vraiment, ils n'ont pas encore la place. C'est très, très compliqué, j'imagine, pour eux pendant la grossesse. Et c'est vrai que pas rares sont les papas qui prennent du poids en même temps que la maman, alors que eux, Oui, pour le coup, c'est ça. ne portent pas Bon de après bébé. ils les prennent plutôt bien. C'est Bah, c'est ce qu'ils disent en tout cas. oui. Après, comment ils le ressentent et comment ils le vivent, ça, il y a que qui le savent. Mais bon, c'est vrai que c'est important de donner cette possibilité aussi au papa de prendre soin de lui. Je trouve que c'est important de leur donner cette place-là et qu'ils voilà, qu'ils ne minimisent pas en tout cas Mmh. leurs propres émotions dans cette phase-là, parce qu'on a besoin d'eux et parce que leur ressenti va être important pour la suite aussi. Est-ce que tu interviens auprès des parents ou en tout cas des,
des parents qui se posent la question de l'alimentation, qui ont vécu peut-être des choses aussi à un moment donné et qui veulent pas le transmettre à leur enfant. Est-ce Mmh. que tu as eu des cas comme ça ou est-ce que ça fait partie aussi de tes compétences? J'ai des mamans souvent qui viennent me voir quand leur enfant a 2 3 ans et que voilà, la diversification est bien installée et qui se questionnent en se disant: «Mais alors, moi je sais pas si je mange bien et j'aimerais pas ne pas ne enfin donner de mauvaises habitudes à mon enfant». Dans ce cas-là, c'est important qu'elle travaille sur elle effectivement, juste pour voir si, elle est OK avec l'alimentation qu'elle s'apporte aujourd'hui. En vrai, il y a aucun jugement derrière ça, il y a juste, je me questionne, je veux faire le bilan et puis c'est souvent pour se rassurer au final. Et c'est bien d'anticiper comme ça. Tout à fait. C'est chouette. Tout à fait, parce qu'en fait, ce Mm. qui va être le plus compliqué à gérer pour l'enfant, c'est pas finalement ce qu'il va avoir dans l'assiette, c'est plus des fois la crispation ou la pression que la maman se met à elle-même pour bien faire les choses. Et ça, l'enfant, il le ressent en fait, hein. Alors que lui, tout est OK au départ dans son assiette, ça se fait assez naturellement D'accord. et instinctivement, ce que malheureusement adulte, on a fini par perdre souvent. Mais est-ce que ça, les parents, dans ce cas-là, arrivent quand c'est déjà trop tard, en général? Enfin, pas trop tard, mais je veux dire que l'enfant est déjà obèse. Et là, ils se posent la question, ou vraiment en amont, Alors oui, oui, parce que eux ça m'est le sentent arrivé peut-être, je sais pas. que ça m'est arrivé que des parents viennent à moi à ce moment-là en me disant, «Mon enfant, ma fille a 7 ans, 8 ans et elle est en surpoids et on s'inquiète». Mais c'est vrai que dans ces cas-là, les parents ne remettent pas en question forcément leur propre alimentation. Ils ont juste à cœur effectivement de faire perdre du poids à leur enfant et voilà, je les redirige systématiquement vers un psychologue. Je trouve que c'est important de voir un pédopsie ou un psychologue pour justement s'assurer que l'enfant est bien de manière générale. Parce que ce qui se passe dans l'assiette est souvent une conséquence d'autre chose. Et là, c'est vrai que je laisse les professionnels de la médecine accompagner l'enfant sur cet aspect-là. Euh, J'accompagne les enfants en coaching, mais enfin, vraiment les adolescents, les grands adolescents. D'accord, Voilà. d'accord. Ton coaching, du coup, est personnalisé en fonction du profil de la Tout personne. à fait, oui. Il y a une partie de l'accompagnement qui est comme ça, très personnalisée, où je travaille avec la personne en direct. Et il y a aussi des accompagnements qui sont proposés en groupe, notamment pour ceux qui souhaitent se sevrer des glucides et qui se rendent compte qu'il y a des compulsions et des fringales en fait qui arrivent tout le temps. Là, j'accompagne des petits groupes aussi à faire ce travail-là. Mhm. Et des accompagnements également sur 3 mois, en groupe aussi, parce que les femmes adorent cette force du groupe et cette solidarité qu'on peut avoir quand on est à plusieurs avec un même objectif ou en tout cas un objectif commun pour justement arriver à faire ce travail sur soi, à en même temps mettre en place une bonne alimentation. Elles s'inspirent entre elles, enfin on s'inspire avec les recettes, avec les assiettes, avec les challenges, les petits challenges qu'on se met aussi au niveau activité physique. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose C'est drôle qui ça aide. parce que en fait, tu me fais penser au podcast que j'ai fait avec la gynécologue obstétricienne qui, elle, par contre, a du mal à former des groupes comme ça. D'accord? Les gens, une fois qu'ils sont en groupe, ils sont très contents. Mmh. Donc, elle, c'est par rapport à l'infertilité, en Oui, l'occurrence. oui. Donc, une fois qu'ils sont en groupe, ils Mmh. repartent de là vraiment avec des belles informations, en étant contents de ce moment-là. Mmh. Mais ils ont du mal à y aller. Alors que toi, en fait, ça se plus facilement, en fait. Sur des sujets très intimes comme, tout ce qui est autour de la parentalité, même là, hein, c'est lié au corps et lié, c'est vrai que c'est pas toujours simple, en fait, de rallier des personnes à ça. Là, ça part souvent d'un challenge commun où on veut se D'accord, sevrer du sucre, donc d'accord. on part pas forcément tout de suite sur, l'aspect très intime, mais les choses se font naturellement une fois que les femmes se connaissent. Voilà, moi, je suis là pour, dynamiser et aussi pour sécuriser le groupe et là, effectivement, il y a des choses qui se créent, des relations qui se créent entre elles, qui leur permettent justement de venir déposer ce qu'elles n'ont pas forcément l'opportunité de faire dans la vie courante. Parce que ce qu'on vit quand on vit une alimentation émotionnelle, ben, on n'a pas toujours quelqu'un dans notre entourage qui vit la même chose que nous ou qui a même de le comprendre. Alors que là, elles ont ce point commun. D'accord. Elles sont toutes dans une relation compliquée avec leur alimentation et donc elles ont des petits partages d'expériences, voire même des fois des mots réconfortants parce qu'on sait ce qu'on a besoin Oui. d'entendre aussi dans ces Et puis, c'est un moments-là. sujet, je pense aussi, qui vibre pour les femmes. C'est ça, oui. Et comment ça se passe concrètement, un accompagnement individuel que tu fais? Là, pour le coup, c'est vraiment personnalisé, ça va dépendre du besoin de la personne. Très souvent, on commence vraiment par l'aspect émotionnel parce que c'est en ça que je propose mon service dans un premier lieu. Donc la personne qui vient à moi, elle vient et on met à plat déjà
Donc ça va être Quel des est premières séances de discussion Ouais, c'est ça, d'abord? exactement. Quel est son lien avec son alimentation? Quel est son D'accord. lien avec son assiette? Et là, ça peut partir dans le passé, ça peut partir dans l'éducation. On met le contexte. Voilà, j'essaye d'apprendre plus sur elle aussi. Et puis, au fil des séances, effectivement, selon son besoin, ça peut aller sur du partage de recettes, ça peut aller sur visite du placard aussi pour voir comment je peux l'aider, apprendre à lire une étiquette aussi, comment savoir où sont quels nutriments je suis en train de manger, comment composer une assiette pour avoir les bons macronutriments dans ma journée. Et voilà, ça, vraiment, c'est très, très diversifié selon les personnes. Et c'est l'intérêt de l'accompagnement individuel, c'est qu'on peut vraiment personnaliser selon le besoin. D'accord. Donc ça, c'est très bien pour les gens qui se rendent compte que ben, il y a un souci, en Mm, fait, et que c'est sûrement lié à mes émotions et à mon assiette. oui, Mais je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, continuent comme ça. oui. Quelle astuce tu peux nous donner pour qu'on se rende compte que ben là, il y a un petit souci, il faut que j'aille voir une coach en alimentation? C'est-à-dire que, alors, un exemple que je donne souvent, c'est que si on mange, si on se tourne vers la même liste d'aliments, à peu près dans les mêmes moments de la journée, que le déclencheur est souvent la même chose finalement. C'est pas par faim du corps, par faim physiologique qu'on va manger, mais plutôt par faim du cœur. Parce que si on se pose la question de est-ce que j'avais faim quand j'ai mangé ça? Ben non, j'en avais envie. Ok, envie pourquoi? Envie pour te faire plaisir ou envie parce qu'il y a quelque chose? Souvent, on me répond c'est pour combler un vide. Ça part souvent, les premiers mots qui viennent, c'est ça, c'est pour combler un vide. Là, on part sur l'aspect émotionnel à ce moment-là. Et il y a aussi des personnes qui viennent à moi en me disant, moi, je veux juste perdre du poids et dis-moi comment faire pour perdre des kilos. Alors, j'explique comment, comment moi je trouve intéressant et comment vraiment ça fonctionne de faire cette démarche-là. Et les personnes me suivent à ce moment-là et me disent, mais en effet, j'ai déjà essayé de perdre plusieurs fois du poids, j'en ai même perdu, j'en ai repris plus. Hmm. Et je comprends pourquoi aujourd'hui je n'ai pas réussi à à stabiliser mon poids. C'est parce qu'il y a des choses qui sont pas OK et que je retourne toujours vers les mêmes aliments, que je fais toujours, il y a toujours le même schéma en fait qui se répète. Et là, ce schéma répétitif, il est d'une part lié à notre dépendance aux glucides, parce que omniprésent, parce que voilà, c'est toujours vers ça qu'on se tourne, ou à ce côté émotionnel. Je t'ai posé une question similaire tout à l'heure, mais toi, du coup, parce que là, c'était la personne, mais Oui. toi, comment tu te rends compte des résultats? Est-ce qu'il y a quelque chose quasiment commun entre toutes les personnes qui se passent et là, tu te dis, bah, ça y est, ça a pris ou... Oui, le plaisir qui revient, le plaisir dans l'assiette qui revient, leur fierté à faire de belles assiettes et à mettre à l'honneur leur corps et ça, c'est vraiment le commun, c'est que waouh, je reprends plaisir à manger. C'est plus, je lutte Je pas mange contre, pour manger ou je voilà, mange par... je mange par faim. Ouais. Je ressens ma satiété et j'apprends à réguler ma faim et Mm. j'écoute mon corps en fait. C'est souvent ça qui revient. Là, c'est j'aime ce que je mange. J'aime ce que je mange et surtout, je ressens les sensations, en fait. Je Mm. ressens la faim, je ressens la satiété, je ressens le plaisir, je ressens là où avant elles arrivaient peut-être des fois coupées, complètement coupées en fait de leur corps, Ah ouais, et elles mangeaient parce que c'est pour répondre l'heure, aux besoins, c'est tout. pour remplir, oui voilà, pour toute autre raison en fait, parce que, bah, c'était à table, et j'ai mangé ou parce que c'était devant moi et je l'ai pris. C'était dans le placard, ça m'appelait. Mm. C'était souvent ces raisons-là voilà, qui font manger au départ, les personnes que j'accompagne et à la fin, non. C'est, bah, non, en fait, j'ai très faim, je me mets à table, je me suis fait mon assiette et j'apprécie mon repas. J'ai plus faim, j'arrête. Ton métier, globalement, est-ce qu'il est reconnu, connu? Est-ce qu'il y en a beaucoup en France? Est-ce qu'il y a un prix commun, on va dire, où chacun fait un peu en fonction de la région où il est? Non, je pense pas qu'il y ait un prix commun. C'est un métier, enfin, j'ai du mal à dire que c'est un métier pour ma part parce que moi, je suis vraiment dans la transmission, dans l'accompagnement Oui, et dans l'idée que les c'est comme la personnes, transmission, ouais, que je le moi je vois fais vraiment aussi, comme d'accord. ça et j'en ai fait une activité à plein temps parce que, je veux y consacrer du temps et parce qu'il y a des personnes qui ont besoin justement de cette aide-là et à la fin, les personnes, elles ont un changement de vie, en fait. C'est vraiment énorme comme changement. Il y a vraiment une transformation derrière de, leur relation avec leurs, proches qui s'apaisent, avec elles-mêmes, avec leur assiette, donc c'est vraiment une transformation de vie. Elles voient différemment leur corps, leur assiette, l'activité physique Il y a et des du changements au coup, niveau de la famille il y a des qui se mettent changements en place. énormes, en fait, qui se mettent en place. Donc voilà. Bon, pour revenir au coût,
Honnêtement, il y a pas d'alignement. Je crois que j'ai même pas regardé en fait, ce que Et peuvent faire, des personnes qui travaillent comme moi. enfin, parce qu'il y a plusieurs séances. Oui. Personne ne vient pour une séance. Non, ça D'accord. c'est jamais arrivé. Il y a une séance découverte toujours au départ que je fais, en ligne ou au téléphone et ça pour le coup c'est accessible gratuitement. Mmh, C'est important que la personne aussi puisse s'assurer de l'accompagnement que je vais lui proposer. Est-ce qu'il lui correspond c'est vraiment? ça. Est-ce qu'elle me valide? Est-ce qu'elle a le feeling avec moi? Et inversement, moi je veux m'assurer aussi que je peux aider la personne. Je veux pas décider d'accompagner quelqu'un si pour moi je sens que c'est en dehors de voilà, de mes compétences ou que donc c'est important. Donc cette séance pour le coup, elle est complètement gratuite et on peut la réserver sur mon site internet. Sinon pour le coup, en fait, c'est souvent, un forfait donc de 9 séances parce que on se voit tous les 10 jours sur 3 mois. Je trouve que c'est important de se voir d'une façon suivie comme ça et aujourd'hui mon tarif il est de je crois 675 €. Voilà, pour ces 9 séances-là, ça inclut donc à la fois les séances d'accompagnement, mais surtout le plus important, c'est entre 2 séances. Parce Mmh, que pour l'avoir vécu, je sais que c'est là que ça se passe en fait. d'accord. Donc entre les séances, on vient travailler tout ce que je t'ai évoqué là et entre 2 séances, c'est le lien qui reste quand il y a des difficultés, quand il y a des questions, quand il y a des choses à célébrer, et là, on reste vraiment en contact. Entre les séances, je donne aussi, des petits devoirs, en fait, pour que les Oui. personnes puissent travailler encore sur des outils, faire un travail d'introspection pour faire émerger des choses et leur permettre de, voilà, de mettre à plat tout ce qui a besoin d'être mis à plat à ce moment-là. Voilà, ça se passe en général comme ça. Après, il y a différents tarifs. Les accompagnements en groupe sont un tarif, différent Différent, c'est en complètement. ligne, en visio, alors tu travailles en visio, En ligne, oui. en ligne Oui, et en présentiel? oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as des ressources à partager aux parents, aux personnes intéressées, des anecdotes par rapport à ton métier? Je sais pas. Oui, On est très c'est ça. friands de ces informations. Ah oui, ben, les anecdotes, je crois que c'est peut-être mon propre vécu, hein. Moi, j'ai eu 2 enfants avec 2 burn-out maternels. Les 2 ont été très, très compliqués pour moi. Je crois que j'étais arrivée à un point de non-retour avec mon corps et le fait d'avoir les enfants, ça a été très difficile parce que pour moi, je l'ai vu comme, une difficulté supplémentaire, en fait. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué Mais ça a et débuté à la grossesse ou tu avais déjà non, non, cette non, j'ai difficulté? toujours eu des D'accord. difficultés avec mon corps depuis l'adolescence, on va dire. Ouais, 11-12 ans, ça a commencé à ce moment-là, effectivement. Mais à ce moment-là, on ne connaissait pas encore cette notion d'alimentation émotionnelle. Mes parents, tout bienveillants qu'ils étaient, n'ont pas eu idée Et tes de parents, par contre, n'ont chercher, pas vécu ça, eux? pas que je sache. Alors maintenant, ma maman, oui, je pense qu'elle a conscience maintenant qu'elle a ce comportement-là ou qu'elle a pu avoir ce comportement-là en tout cas, parce qu'on l'a tous. Maintenant, non, ça n'a pas été une difficulté pour eux. Eux n'ont pas eu le surpoids que moi j'ai eu, par exemple, D'accord, effectivement. Donc voilà et c'est vrai que de me dire aujourd'hui qu'il y a des personnes comme toi qui peuvent nous accompagner en fait, et faire le lien entre tous ces professionnels autour de la maternité c'est ça. pour le bien-être des papas, des mamans et donc de l'enfant, beh, je trouve ça juste merveilleux. Donc l'anecdote, c'est que moi je n'ai pas eu ça et que j'ai j'ai sorti les rames et je m'en suis sortie, mais c'est vrai que ça a été, un parcours, pas simple. Est-ce que tu as d'autres informations à partager aux parents Alors qui oui, j'ai t'écoutent? une ressource, que vous pouvez télécharger sur mon compte Instagram @amelnaturocoach. Et donc il y a une liste, je vous partage une liste de courses en fait, idéales. Mais déjà si vous voulez faire un petit peu de travail sur votre alimentation et avoir Un du bon petit dans test? votre assiette. Alors il y a un test d'une part qui vous permet de voir quel est votre profil alimentaire. Si vous avez ce profil, un peu alimentation émotionnelle, ça vous permettra de le définir. Mais il y a une autre ressource qui elle, est vraiment une liste de courses naturaux pour le coup, avec l'idéal à avoir dans son placard pour que, votre placard soit votre allié, en fait. Parce que quand on a ces moments de difficulté ou d'anxiété alimentaire ou de compulsion ou quoi, bah, l'idée, c'est d'avoir un placard qui soit cohérent avec l'objectif qu'on veut atteindre. Mais toi, tu allies donc ton coaching avec la naturopathie, on est Oui. d'accord. Mais parce que c'est essentiel, ou tu aurais pu être que coach en alimentation émotionnelle, et puis, Je pourrais, mais pour moi, ça serait pas complet. Je trouve que c'est important pour moi d'éduquer à la santé. C'est ce qui nous a manqué à tous parce qu'on n'a pas forcément conscience de ce qui est bon ou pas pour notre corps, de ce dont notre corps a besoin pour bien fonctionner. Et cet apport en naturopathie, il me paraît essentiel. J'ai toujours aimé que les personnes que j'accompagne comprennent pourquoi elles font les choses. Parce que c'est comme ça que je fonctionne aussi. Et pour moi, c'est évident que si je ne comprends pas, je ne peux pas faire. qu'est-ce que tu peux partager, tu veux bien partager aussi Mhm. aux prochaines personnes qui s'intéressent, eux, par contre, à ton métier ou à réaliser ton métier. Donc, toi qui allies la naturopathie avec le suivi émotionnel de la personne. De travailler sur soi. Je trouve que c'est la première chose à faire, c'est de travailler sur soi. C'est très important pour pouvoir comprendre
et assimiler tout ce qu'on va recevoir déjà, et puis de pouvoir en fait accompagner les autres sans que ça nous impacte directement, parce que, comme je te disais, on reçoit des personnes avec des sphères émotionnelles très larges, et si on n'a pas fait ce travail sur soi, on a besoin d'être quand même solide dans nos appuis pour pouvoir prêter l'empathie qui est attendue et nécessaire dans les accompagnements qu'on peut faire. Je te remercie, mais par contre, Merci. je pensais à quelque chose avant de terminer. C'est que je me dis qu'aujourd'hui, enfin, on vit des choses et puis on grossit et puis on passe par la médecine pour maigrir. Oui, Mais je me dis que ces personnes-là, mais elles ont tout intérêt à commencer par un certain coaching comme tu donnes, même si elles vont passer quand même par la médecine, hein, ça c'est pas oui, très grave, oui, pour continuer du coup après, pour partir sur des bonnes bases ensuite. oui. Voilà. Oui, oui, je suis Et d'accord avec voilà, toi. je pensais à ça. Je suis tout à Donc, fait d'accord avec toi, parce que je vois souvent, bah, on voit souvent des émissions comme ça où ils nous parlent de ces parcours, de ces personnes qui vivent vraiment une grande souffrance avec leur corps, et aussi avec leur sentiment d'elles-mêmes, en fait, leur estime d'elles-mêmes. Et c'est vrai qu'on met pas assez en avant l'accompagnement psychologique qu'il est nécessaire d'avoir, en fait, oui. en parallèle. Donc ça, c'est le corps médical qui accompagne la personne dans son entièreté. Mais je trouve que c'est important, soit Parce au que le corps départ. médical, eux, ils répondent aux besoins de la personne. Tout Ils à font fait, l'opération pour que la personne maigrisse. Mais après, la personne, elle se retrouve, c'est comme la maternité, elle se retrouve chez c'est elle ça, ensuite avec son bébé, c'est son ça, nouveau corps. avec son nouveau corps, Voilà, mais les habitudes, tout elles à restent fait. là et les émotions sont toujours là. Je suis tout à fait d'accord avec D'accord. toi, et c'est vrai que c'est à la personne effectivement d'avoir cette conscience-là et de se dire: «OK, je vais quand même, on m'a aidé et on m'a fait cette opération, ou en tout cas Mm. cette intervention pour que je puisse perdre du poids, parce que c'est vital pour elle à ce moment-là, hein, c'est une C'est question de ça. survie». Et derrière, c'est intéressant effectivement de faire le travail sur soi pour s'assurer de faire évoluer, hem, d'une façon cohérente ses habitudes alimentaires, et en même temps, bah, d'apaiser ses émotions vis-à-vis de tout ça. Oui. Moi, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, donc je vais avoir la vingtaine, et j'ai perdu très vite, vraiment très vite. J'avais des troubles du comportement alimentaire, clairement, hein, et je me suis pas reconnue dans le miroir. Donc, je crois qu'il s'est passé, allez, 3 4 mois, j'avais tout repris, Eh parce oui, que je n'avais pas eh oui, c'est ça. Faut intégré s'habituer. cette nouvelle C'est image, ça. tout simplement. C'est ça. C'était Et puis, réellement ça ça doit le être même, problème. ça va être compliqué quand même de se dire tous les jours, je veux pas grossir comme j'étais. Ah ben, Chaque fois, éviter quelque chose. ouais, Essaye d'éviter quelque chose et tu vas voir, ouais, tu y vas c'est ça. directement. Parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, ça on le dira jamais assez. Mm. Et en fait, si on met une intention négative, ben vous êtes sûr qu'on va y aller, hein. Et c'est ça. C'est Puis en plus, évident. surtout les Et personnes qui d'ailleurs, sont passées par cette opération, c'est ça, ils vont passer le reste de leur vie à se dire, je veux pas, ou bien en tout cas une bonne partie à se dire, je veux pas, il faut pas que je grossisse, faut pas que je grossisse par rapport au regard des autres, par oui, rapport à eux-mêmes. oui, C'est dur. c'est ça. C'est Mais dur. j'invite les personnes qui écouteront ton podcast à se remémorer, celles qui ont une difficulté de perte de poids, ou qui en tout cas ont essayé de perdre du poids plusieurs fois dans leur vie, de reprendre une photo d'elles il y a très très longtemps, Oui. et de revoir avec son regard d'aujourd'hui, de se dire: «Mais est-ce qu'en final j'avais vraiment besoin de perdre du poids?» C'est ça la question souvent, c'est que quand j'ai commencé à vouloir perdre du poids, bah, en fait j'en avais pas, et j'ai pris du poids à force d'essayer d'éviter d'en prendre, enfin en fait, Ça aussi. j'en ai pris. Et Oui. du coup souvent, bah, on est venu, comme une, prophétie autoréalisatrice, on est venu en fait confirmer ce que notre cerveau craignait et ce qu'il a vu lui comme une réalité, Mhm. comme quelque chose de réel, et on est venu en fait tomber droit dans notre propre piège. Du coup, ça t'arrive, toi, de dire à des personnes qui viennent te voir, mais en fait, vous n'avez pas de besoin? Non, parce que Non? moi je pars du principe que son besoin, il est réel, tant qu'elle le ressent. Si elle vient te voir, c'est qu'il y a Bien quelque chose. sûr, Ok. évidemment. Ce qui est important, c'est ce que toi tu ressens en fait. C'est pas tant comment les autres te perçoivent, c'est justement, j'apprends à la personne à être attentive à ses propres ressentis Mm. et à ses propres besoins. Parce que quand je sonde une personne au départ et que je lui dis: «Mais pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids?» et que la personne me répond des fois: «Mais parce qu'on n'arrête pas de me dire que je suis grosse, ou parce que Oui, mon chéri il aime pas ça, ou parce que...» OK, mais toi, qu'est-ce que tu veux? d'accord. Et là, quand on en revient à toi, ce que tu veux, bah moi en fait ça va, et bon bah OK, alors du coup qu'est-ce que toi tu veux? Ben moi j'aimerais bien ça, effectivement là on réajuste, mais Mm. j'amène la personne déjà à avoir son propre regard, son propre avis Mais du coup, sur pour son ces besoin. personnes-là, tu parlais tout à l'heure de 9 séances, Oui. c'est ça? Sur ces personnes-là, tu vas prendre moins de séances peut-être, ou les 9 séances, c'est pas obligatoire tout le temps. Non, c'est pas obligatoire, c'est selon l'expérience que j'ai eue. Oui. Effectivement,
C'est une Ouais, moyenne de 9 séances. vrai Il y a des personnes coaching qui en prennent complet, plus et des personnes en qui en prennent moins. alimentation émotionnelle, 9 C'est séances. ça, Mais oui, après, en fonction du besoin, tu t'adaptes. tout à fait. Une personne qui souhaite en faire moins, elle en fera moins. Une personne qui a besoin de plus, on va faire un petit peu plus. J'essaye de faire en sorte que les personnes soient autonomes, c'est vraiment un objectif pour moi. Mmh. Donc l'idée, c'est que 9 séances pour moi, c'est suffisant. Maintenant, ça m'arrive qu'une personne me dise, mais moi, je veux bien qu'on se voit dans un mois, parce que ça leur donne aussi un fil un petit peu à suivre et un mini-objectif à garder à l'esprit aussi. Donc pourquoi pas. OK, merci Amel. Merci à toi, Franchement, Michel. merci, c'était super Merci, intéressant. bravo pour ton podcast, bravo pour ton projet. Et je suis ravie de faire partie de cette sphère Merci beaucoup. qui aide les mamans, parce que voilà, ça me tient beaucoup à cœur de réconcilier les femmes en général et les mamans encore plus avec leur corps et avec leur être en tant que femme. D'accord. Merci, à Merci à bientôt. toi. Au revoir. Le podcast Cocoon Doré, c'est l'écoute d'un nouveau professionnel en parentalité le premier dimanche du mois. N'hésitez pas à vous abonner et nous mettre les 5 petites étoiles si vous souhaitez soutenir ce podcast. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine écoute.